Cet épisode, Bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FASEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence. C'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques par la FASEC. Je suis Élise David, directrice de l'emploi à la FASEC. Et dans cet épisode, nous allons parler de prestations de services et d'intérim, puisque la flexibilité, c'est l'avenir. Mes trois invités sont Claire Bobin, juriste et responsable de l'Institut du droit équin. Bonjour Claire. Bonjour. Laurie Innocenzi, directrice opérationnelle de la solution CAPA du travail temporaire. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Meunier, entraîneur de chevaux de course, trotteur et président du syndicat des entraîneurs driver jockey. Bonjour. Bonjour. Parce que l'indépendance dans les courses séduit, mais qu'elle revêt également de notions réglementaires qui peuvent impacter votre entreprise, une solution flexi-sécurisée existe. Nos trois experts vont vous en parler. Stéphane Meunier, pour commencer, vous êtes entraîneur de chevaux de course, trotteur, président du syndicat des entraîneurs, drivers et jockeys. Vous travaillez avec des salariés depuis maintenant une trentaine d'années. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement les évolutions que vous avez ressenties dans les attentes des salariés ces 10 dernières années? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La vie a changé, les attentes sociales et familiales sont différentes. Beaucoup de salariés veulent de la flexibilité, comme vous l'avez précisé avant. Et surtout, un sentiment d'indépendance et peut-être pas d'être affilié à une seule entreprise. Ok, merci Stéphane. Et quand les candidats sont venus à vous en tant qu'indépendants, qu'avez-vous fait ? La première chose qu'on fait peut-être pas assez attention, mais c'est de vérifier le bon statut parce qu'on est sur un régime agricole. Et le régime agricole ne permet pas d'avoir le statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'étais assez sensibilisé depuis le départ là-dessus. Donc, toujours vérifier que la personne déjà a un bon numéro de siret et soit bien affiliée au bon régime. Ça vous est arrivé de recevoir des indépendants qui avaient ce statut de micro-entrepreneur ? Oui, alors tout dépend de l'activité qu'ils ont, mais si c'est une activité, on va dire, avec une notion agricole, c'est-à-dire de transformation ou de travail avec des animaux, on doit éviter de leur faire, on va dire, participer à l'activité de l'écurie. Ils peuvent avoir une activité en dehors de l'écurie, c'est-à-dire travail de paysagiste qui n'a pas attrait à l'écurie, mais dès qu'ils arrivent dans l'écurie avec le travail sur le cheval, ils doivent être sur un statut agricole. Ok, vous étiez conscient un peu des risques que vous preniez à embaucher, à avoir recours à un micro-entrepreneur dans votre entreprise ou à ce moment-là ? On n'est jamais trop conscient, mais c'est vrai que légalement, on est responsable de la personne, comment elle doit s'enregistrer et de l'activité qu'elle doit avoir. Donc, il faut faire attention. Tout à fait. Bon, là, globalement, le constat, il est transverse. Hein. On le voit au trot et au galop. De plus en plus de jeunes travailleurs et jeunes en particulier souhaitent se lancer en tant qu'indépendants. Quelles sont les dérives, selon vous ? La dérive, c'est que la flexibilité pour le salarié est peut-être bien pour son confort à lui, mais pour nous, entreprises, malheureusement, ça peut dérégler notre quotidien et surtout l'organisation du temps de travail au sein de l'écurie, parce qu'on est quand même des entreprises qui fonctionnent 7 jours sur 7, avec une activité des week-ends, et certains salariés indépendants peuvent gérer leur temps de travail au détriment de celui de l'écurie. Claire Bobin, vous êtes juriste et responsable de l'Institut du droit équin. Donc la FASEC vous a mandaté dans la rédaction d'une note qui faisait part des risques et des enjeux dans le recours des travailleurs indépendants dans les courses. Quelles sont tout d'abord les conditions pour exercer en tant qu'indépendant dans les courses hippiques ? Merci Élise. Alors je pense qu'on peut effectivement à ce stade et suivant le constat qui a été établi par Monsieur Meunier indiquer que il y a 3 façons d'exercer en tant qu'indépendant dans la filière des courses hippiques. La première étant la micro-entreprise, plus connue sous le nom
d'auto-entrepreneur, hein, donc ce à quoi faisait référence Monsieur Meunier. Ici, on a deux conditions essentielles. C'est-à-dire que pour pouvoir être auto-entrepreneur dans la filière des courses hippiques, il faut, premièrement, exercer une activité qui va être commerciale, artisanale ou libérale, ce qui exclut évidemment les activités agricoles. Je n'y reviens pas. Sauf que sur le plan strictement juridique, et si nous nous référons au Code rural, hein, l'article L311 notamment, on nous indique que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, indépendamment des activités de spectacle équestre, sont considérées comme des activités agricoles. Ça veut dire que, avant d'envisager d'avoir une activité dans la filière des courses en tant qu'indépendant, il faut se demander si son activité, elle est juridiquement qualifiée comme étant agricole ou si au contraire, elle est juridiquement qualifiée comme étant non agricole. Si c'est non agricole, comme l'a dit Monsieur Meunier, quelqu'un qui va faire l'entretien des écuries, des espaces verts autour des box, faire peut-être l'agent, l'ouvrier d'entretien entre guillemets, hein, faire les menus réparations, entretenir des clôtures, etc. Tout ça, c'est plutôt une activité qui va être qualifiée comme étant une activité commerciale. À ce stade, pas de difficulté, par exemple, pour être sous le régime de l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise. En revanche, et comme je viens de l'indiquer, par rapport à cette définition du Code rural de l'activité agricole, si le cavalier, par exemple, d'entraînement, souhaite s'installer sous forme d'auto-entreprise, eh bien, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que le fait d'entraîner des chevaux tous les matins, eh bien, c'est une activité agricole, ce qui exclut le régime de l'auto-entrepreneur. Ensuite, il y a une deuxième condition pour pouvoir exercer en tant qu'auto-entrepreneur, indépendamment de cette qualification agricole ou non agricole, c'est effectivement les seuils de chiffre d'affaires. Donc, on a deux seuils importants. Un premier seuil qui est un seuil d'un peu plus de 180 000 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente de marchandises et un second seuil qui nous intéresse un petit peu plus dans la filière des courses hippiques qui est de 77 700 € pour les activités de prestation de services. Donc, quelqu'un qui fait de l'entretien dans les écuries, pour reprendre notre exemple, eh bien, il pourra être auto-entrepreneur si le total de son chiffre d'affaires n'excède pas ce montant-là. Ça, c'est la première façon d'exercer en tant qu'indépendant, donc micro-entreprise ou autrement appelé auto-entrepreneur. Deuxième solution, si vous exercez une activité agricole, notamment à titre essentiel ou à titre principal. Là, ça va être plutôt une entreprise individuelle agricole qui va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le micro-BA, c'est-à-dire le micro-bénéfice agricole, qui est un régime fiscal spécifique, bénéficiant aux entreprises agricoles qui respectent des montants de chiffre d'affaires, à savoir un chiffre d'affaires inférieur à 91 900 €. Et l'avantage de ce régime fiscal, c'est que vous avez effectivement notamment un abattement qui est très important sur le total des recettes. Vous déclarez votre revenu et vous appliquez un abattement de 87%, ce qui diminue évidemment de façon tout à fait significative le montant de l'assiette du revenu imposable. Donc ça, c'est pour dire les choses effectivement en quelques minutes très simplement. Mais si vous exercez une activité agricole, vous pouvez bénéficier du régime du micro-BA. Et enfin, troisième solution pour exercer en tant qu'indépendant dans la filière des courses hippiques, il s'agit tout simplement d'avoir une entreprise individuelle, hein, un format beaucoup plus classique de société type EURL par exemple, hein, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, voire une SARL ou encore éventuellement une SAS qui peut permettre éventuellement d'intégrer à l'avenir un associé supplémentaire si l'activité se développe, par exemple. Sur l'entreprise individuelle plus classique, ce qu'il faut retenir, et c'est pas notre sujet principal aujourd'hui, mais c'est possible évidemment de choisir ce genre de statut, c'est que nous allons orienter le choix en fonction du nombre d'associés, de la nature juridique de l'activité, évidemment, des apports financiers initiaux ou encore du régime social ou fiscal qui va être peut-être privilégié au départ par effectivement le travailleur indépendant.
Je pense qu'à ce stade, ce que l'on comprend bien, c'est qu'être travailleur indépendant, c'est pas juste avoir plus de liberté, mais c'est aussi être, entre guillemets, un chef d'entreprise avec toutes les contraintes que ça peut imposer. Merci Claire. Et justement, on se pose aussi la question des risques en fait, du recours à un micro-entrepreneur dans les courses, un auto-entrepreneur. Quels sont-ils ? Alors, je pense qu'on peut identifier deux risques essentiels pour le travailleur indépendant dans les courses hippiques et en particulier, effectivement, l'auto-entrepreneur. Le premier, finalement, c'est un risque qui va peser plutôt sur le client, sur le commanditaire, celui qui fait appel à l'auto-entrepreneur pour venir travailler dans son écurie. Il s'agit du risque de requalification en contrat de travail. Alors, pour rappel, le travailleur salarié, il est soumis, contrairement au travailleur indépendant, aux contraintes imposées par son employeur. Juridiquement, le contrat de travail est défini sur la base de 3 critères cumulatifs. La fourniture d'un travail par le salarié, moyennant versement d'une rémunération, en lien de subordination juridique avec un employeur qui exerce sur ce salarié des pouvoirs de directive, de contrôle et de sanction. J'insiste sur ce dernier critère qui est essentiel, le lien de subordination juridique entre l'employeur et son salarié. Et c'est là que tout repose finalement. C'est-à-dire qu'entre un entraîneur de chevaux de course et le driver qui va venir le matin à l'écurie pour entraîner les chevaux, il faut se poser la question de savoir, y a-t-il un lien de subordination entre l'entraîneur et la personne qui va entraîner le cheval ? En somme, est-ce que l'entraîneur impose un planning précis au travailleur ? Est-ce que le travailleur a une liberté totale ou en tout cas importante dans l'organisation de son travail ? Est-ce que c'est l'entraîneur qui fournit le matériel ? Donc, a priori, il fournit le cheval déjà, ce qui est quand même important. Et ensuite, a priori, il fournit aussi le matériel. Il fournit l'équipement du cheval, il va fournir la bride, le sulky, la selle et éventuellement le matériel du driver, le casque, éventuellement le protège-eau. Comment se facture la prestation ? Est-ce que le travailleur indépendant facture à la société de l'entraîneur ou au contraire, est-ce qu'il facture de façon indépendante à chaque client, c'est-à-dire à chaque propriétaire de chaque cheval entraîné ? Est-ce que celui qui entraîne le cheval le matin va devoir rendre des comptes à l'entraîneur, lui dire ce cheval s'est bien comporté, il a fait ça, celui-ci il évolue moins bien, etc., etc. Est-ce qu'il y a effectivement de façon régulière, quotidienne, effectivement le fait de devoir rendre des comptes ? Vous voyez autant d'indices, autant de facteurs qui vont dans le sens éventuellement de la caractérisation de ce lien de subordination. Et si en effet, c'est l'entraîneur qui dit au travailleur indépendant, tu viens à telle heure, tu vas driver tel cheval, je te donne le matériel, pour ce cheval on met ça, pour celui-ci on va mettre celui-là. Dans 3 heures on fait le point, quand tu as trotté les 3 ou 4 lots de chevaux que je t'ai demandé de trotter. Et pour la facturation, n'oublie pas à la fin du mois de me faire la facture globale de tous les chevaux que tu as entraînés. Et si on ajoute à ça le fait que le travailleur indépendant a un client qui est unique et qui va être la société de l'entraîneur, autant vous dire que le jour où les relations se dégradent, il y a un risque extrêmement important que le travailleur indépendant se dise, et si il est conseillé par un bon juriste, je vais peut-être engager une procédure prud'homale parce que finalement, je suis travailleur indépendant, j'assume des frais, des charges d'une entreprise, des coûts d'assurance, etc., alors même que finalement, je suis un salarié. Et là, évidemment, le risque, il est extrêmement lourd pour l'entraîneur parce que si le contrat de travail est caractérisé, il va y avoir un rappel sur les rémunérations, un rappel de congés payés, un rappel aussi sur les prestations sociales. Donc, autant vous dire que le risque financier, ici, il est extrêmement important pour l'entraîneur. J'ai envie de dire, évidemment, tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, si on peut conclure en un mot là-dessus. Deuxième risque important, et qui est un peu dans la continuité du premier, c'est le risque assurantiel. Le travailleur indépendant,
en tant que responsable, chef de son entreprise, quand bien même celle-ci est une petite entreprise, il doit être assuré. Il doit être assuré à 2 niveaux dans le cadre de son activité professionnelle. Il doit disposer d'une assurance responsabilité civile, pour les fautes professionnelles qu'il sera amené à commettre, et il doit aussi avoir une assurance individuelle qui le couvre pour ses accidents de travail, dans le cadre de son activité. Ici, on peut souligner un premier élément de risque qui est à la fois valable pour le travailleur indépendant, mais aussi pour l'entraîneur qui va avoir recours à ses services, c'est le risque lié à un plafond de garantie qui soit extrêmement limité. En effet, je parlais de responsabilité civile, ça signifie que le travailleur indépendant, lorsqu'il prend un cheval pour l'entraîner, eh bien, il va être responsable potentiellement de ce cheval. S'il démarre son activité, qu'il a un petit chiffre d'affaires pour commencer, il va forcément avoir des assurances qui vont être en lien avec son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va sans doute tirer un peu sur la corde et limiter le coût de son assurance. S'il accidente un cheval qui vaut 250 000 € et qu'il a un plafond de garantie à hauteur de 100 000, on comprend de façon évidente que le risque il pèse à la fois sur le travailleur indépendant. Comment va-t-il faire pour couvrir le delta qui n'est pas assuré par la compagnie d'assurance, et évidemment pour l'entraîneur qui, lui, vis-à-vis de son client, s'il y a un cheval qui est blessé, qui se retrouve invalide, comment fait-on pour que le propriétaire soit indemnisé de la valeur de son cheval? Donc le risque assurantiel, il ne faut pas le négliger, même s'il est la conséquence, évidemment, du statut du travailleur indépendant. Et en fait, ce risque, on le retrouve également au niveau des blessures éventuellement subies par le travailleur indépendant dans le cadre de son activité quotidienne. Travailler aux côtés des chevaux de course tous les jours, c'est une activité qui est risquée par définition. On peut s'accidenter, on peut subir différentes formes de blessures, donc des arrêts de travail, des incapacités de travail, des frais de santé qu'il va falloir couvrir, éventuellement d'incapacité. Eh bien, c'est le même principe. Le travailleur indépendant, il va chercher au départ, pour maximiser un petit peu son revenu, en fonction de son chiffre d'affaires et le temps de développer une clientèle, à rogner peut-être un peu sur les assurances. Et il risque d'avoir des niveaux de couverture qui vont être un peu réduits par rapport au risque de l'activité. Il risque d'y avoir un décalage finalement entre le chiffre d'affaires et le risque d'accident que l'activité comporte. Dès lors, ça entraîne une sorte de précarité finalement pour le travailleur indépendant qui va être mal couvert si toutefois il s'accidente. Voilà ce que je pouvais vous dire, Élise, concernant les risques juridiques. Donc effectivement, on peut bien résumer que tant que tout va bien, tout est OK. En revanche, bien s'assurer effectivement de ces notions de risque. Est-ce que Claire, vous pourriez nous présenter rapidement les principaux avantages et inconvénients du travail indépendant versus le salariat ? Oui, bien sûr, rapidement, l'idée n'étant pas de dire que il y a un statut qui est préférable à un autre. Je pense que chacun des deux présente des avantages et des inconvénients. Vous l'avez dit, Élise, Monsieur Meunier l'a précisé également. Je pense que le travail indépendant attire parce que il a l'avantage de permettre aux travailleurs d'être libre de son organisation, d'avoir plus de flexibilité à la fois dans ses horaires, dans les tarifs qu'il va pouvoir pratiquer et dans le choix des activités et services qu'il va proposer. L'inconvénient qui va un petit peu avec toutes ces formes de liberté, c'est une forme d'instabilité, ce qu'on a mis en avant précédemment, une irrégularité sans doute aussi quant à la charge de travail et l'absence de rémunération stable. Le travail salarié, lui, présente évidemment les avantages et les inconvénients, on va dire, contraires. Avantage du travail salarié, c'est la stabilité de l'emploi, le salaire qui tombe évidemment à chaque fin de mois, stabilité quant à l'organisation dans les horaires de travail qui sont fixés à l'avance et avec des perspectives d'évolution et de rémunération qui sont en revanche peut-être un petit peu plus limitées.
L'inconvénient, évidemment, c'est l'absence de liberté, à l'inverse de ce qu'on indiquait tout à l'heure. Le risque d'être éventuellement sanctionné par son employeur, d'avoir cette hiérarchie qui pèse finalement de façon régulière, et une obligation, une astreinte effectivement à respecter un certain nombre de directives et de contraintes qui sont imposées par l'employeur au travers des contraintes de la vie de l'entreprise. Après, si on met ça un petit peu en perspective avec les métiers de la filière des courses, je pense que il faut une fois de plus revenir à la première question que vous m'avez posée, Élise, c'est de savoir quelle est la nature juridique de l'activité, puisque certaines activités professionnelles vont pouvoir être tout à fait intéressantes dans le cadre du travailleur indépendant. À l'inverse, il y en a d'autres dont on comprend de façon assez évidente qu'elles ne sont pas du tout adaptées au régime de l'auto-entreprise. Je pense notamment aux cavaliers d'entraînement, que ce soit au trot ou au galop, donc les drivers, les jockeys. Il s'agit d'une activité agricole. Donc, la micro-entreprise, avec tous les avantages que ça comporte, régime fiscal allégé, comptabilité simplifiée, on oublie un petit peu puisqu'on va être obligé de se mettre au régime du micro-BA avec une entreprise agricole et toutes les contraintes d'installation qui vont avec. Et alors même que finalement, l'entraîneur exerce un pouvoir de contrôle, de direction, de directive et éventuellement de sanction. Et que dès lors, on comprend quand même que le régime le plus adapté ici va être celui du contrat de travail salarié. Ça semble assez évident. Et avec un niveau de risque, du coup, pour l'entraîneur qui est relativement élevé quant à la requalification en contrat de travail. Merci Claire. Et justement, avec toutes ces préconisations-là, on a réfléchi à la FASEC à une alternative sécurisée qui soit en adéquation avec les préconisations de l'Institut du droit équin, justement pour éviter les risques à l'usage de la micro-entreprise. Laurie est là pour en parler, qui est directrice opérationnelle de chez CAPA, la solution digitale d'intérim de gestion. Et nous avons signé un accord pour faire bénéficier aux acteurs des courses d'un tarif négocié et d'une solution sécurisée de recours aux travailleurs temporaires. Est-ce que, pour commencer, Laurie, vous pourriez nous présenter CAPA ? Alors, je vais vous présenter CAPA en effet rapidement. CAPA, c'est une start-up française qui vient d'être achetée par le leader mondial de l'intérim, Adecco, pour devenir du coup aujourd'hui la solution digitale du groupe Adecco. CAPA, c'est surtout une intelligence artificielle. Elle a pour but de mettre en relation les candidats et les entreprises utilisatrices avec le plus d'autonomie possible. C'est-à-dire qu'une expérience client réussie et une expérience client qui se fait toute seule, en toute simplicité, en quelques clics pour trouver un candidat pour la mission recherchée. Grâce à notre plateforme, nous avons justement réussi à tout digitaliser. Donc, au choix du client, la possibilité de faire son expérience tout seul ou, au contraire, d'être accompagné par nos équipes qui sont aussi présentes derrière les ordinateurs pour accompagner aussi bien les candidats qui auraient peut-être besoin d'aide sur la plateforme ou le client qui lui aussi aimerait peut-être un peu d'aide pour trouver son candidat idéal. Est-ce que vous pourriez nous présenter les principaux avantages à avoir recours à un travailleur temporaire ? Alors, dans l'absolu, le travailleur temporaire, pour plein d'entreprises, c'est une solution, surtout en cas d'accroissement temporaire de l'activité, parce que c'est une variable d'ajustement, en effet, qui peut venir solutionner beaucoup de problématiques selon la typologie d'entreprise. Là, je vais adapter ma réponse en fonction du cas concret qui nous intéresse aujourd'hui. C'est dans le cas de la FASEC, la solution de simplifier le processus administratif pour embaucher donc un candidat. C'est vrai qu'on a toute cette partie administrative de la rédaction du contrat de travail, les visites médicales, l'ensemble du processus administratif pour inscrire le candidat, vérifier l'ensemble de ses documents administratifs et qu'on soit réellement en conformité avec le droit français. Donc ça, c'est toute cette partie-là que CAPA va faire pour le client final, parce que là, on parle vraiment d'une facilitation sur le processus de l'embauche. Et c'est aussi justement toute cette partie RH-là qui est déléguée, parce que CAPA devient l'employeur légal donc du salarié temporaire, du travailleur temporaire qui sera du coup délégué chez le client. Et en effet, il s'agit d'une délégation administrative. Est-ce que, Laurie, vous pouvez nous expliquer la différence entre l'intérim de gestion et de délégation ?
En fait, on a plusieurs façons de fonctionner, je dirais, dans la partie intérim. Vous avez la possibilité de déposer un besoin pour trouver le candidat idéal à votre mission. C'est-à-dire que là, nous faisons tout ce qui va être sourcing, recrutement. Alors, que ce soit nous, en tant que personne physique derrière l'écran, ou l'application, l'intelligence artificielle qui va, elle, rapprocher le candidat de l'entreprise utilisatrice en fonction de la fiche de poste. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir correctement identifier ce dont le client a besoin par une feuille de poste précise pour que notre algorithme puisse aller chercher à l'intérieur de notre base de candidats les qualifications recherchées pour pouvoir créer ce matching et rapprocher le candidat de l'entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est la partie délégation. On va du coup proposer au client final un candidat disponible, OK pour la mission et qualifié pour prendre le poste. Et ensuite, c'est en effet le client final qui décidera si oui ou non l'intérimaire est bien le bon profil recherché. Et ça, c'est la partie délégation. Et la partie gestion, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie administrative, juridique. On délègue aussi la partie juridique, vu comme on est l'employeur du salarié. Cette partie-là, du coup, incombe complètement à CAPA. Stéphane, vous avez eu recours, vous, aux travailleurs indépendants pour l'entraînement de vos chevaux. Pourquoi avoir basculé ces personnes vers l'intérim avec CAPA ? Déjà, la simplification, comme a expliqué Madame Laurie, sur la simplification de création de contrat ou de délégation de gestion, c'est vraiment très simple. On s'inscrit, on met notre numéro de ciré et après, il y a juste à remplir les cases, quel type de contrat on cherche, quel type de profil. Et pour revenir à l'excellente présentation de Claire Baudin, dans la problématique des travailleurs indépendants, un sujet que j'ai bien travaillé avec Equiresources, c'est vrai que la problématique des assurances. Et on avait voulu monter sur la plateforme donc d'Equiresources des accompagnateurs d'équidés, et on s'est retrouvé dans la complexité des niveaux d'assurance pour conduire le véhicule et aussi d'emmener le cheval sur l'hippodrome avec ces fameuses ERC qui, vu la valeur de nos chevaux, peuvent être très importantes et le risque encouru de travailleurs indépendants d'accompagner le cheval en conduisant un camion, tout l'ensemble avec des valeurs très importantes, peuvent couvrir quand même des risques pour l'entreprise et le prestataire. Sinon, la plateforme CAPA, c'est vrai que j'en suis très content. Je l'utilise régulièrement, surtout en contrat de gestion. C'est très simple. Ça dure même pas 2 minutes et tout est fait. Il y a une signature électronique et votre salarié est intérimaire et est pris en charge dans l'heure qui suit. Oui, donc une vraie alternative notamment aux cavaliers, enfin aux accompagnateurs, là, comme vous le disiez Stéphane, pour les sécuriser, même sur des missions courtes, usage facile, accessible à tous, évidemment sur tous les métiers. Laurie, on entend souvent quand même que l'intérim c'est précaire. Et quels sont les avantages de ce statut ? En effet, c'est une réputation qui colle à la peau des intérimaires. Là, dans le cas présent, je le vois plutôt comme un avantage, étant donné que on apporte cette sécurité, cette assurance, parce que c'est un salarié qui va être... déjà, il va cotiser à une caisse de retraite, il va cotiser à l'assurance chômage et l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que comparé à un statut d'indépendant, ça apporte un petit peu plus de sécurité. On parlait notamment tout à l'heure des risques et des assurances. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'employeur, on assure nos salariés, on les couvre, et aussi le client final. Donc, c'est vrai que ça, c'est la partie rassurante et un petit peu plus confortable. Mais également, on a quand même la chance, en tant que travailleur intérimaire, d'avoir un contrat de travail, d'être payé à l'heure, en temps et en heure, parce qu'en tant qu'employeur, on a des engagements à fournir. C'est vrai que quand on est indépendant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué selon les cas. Alors quand tout se passe bien, comme vous disiez tout à l'heure, ça se passe bien, mais peut-être que parfois ça peut être un peu plus compliqué. Laurie, il me semble qu'il y a aussi un petit volet sociologique, mine de rien. Oui, tout à fait. Il y a en effet l'envie de beaucoup de salariés aujourd'hui, ou même on va dire, la nouvelle génération, d'être libre de son planning, d'avoir envie de travailler peut-être 3 mois, puis ensuite partir 3 mois à l'étranger, faire le tour du monde, ou simplement pouvoir avoir la possibilité de changer de typologie de métier, voilà, travailler 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois à fond, et ensuite pouvoir maîtriser son planning librement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un choix de vie. On a beaucoup d'intérimaires qui choisissent ce mode de vie-là pour la liberté. Pour la liberté.
pour la liberté, mais aussi, Stéphane, on en parlait au début de ce projet, de lancement de ce projet, c'était aussi à l'attention des retraités des courses hippiques. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tenait à cœur parce qu'on a beaucoup d'anciens du métier qui restent passionnés par ce métier-là et qui veulent nous accompagner sur les hippodromes. Et il faut le rappeler quand même à tous les professionnels. Un hippodrome, c'est aussi un lieu de travail et malheureusement, tout accompagnant d'un équidé sur un hippodrome peut être considéré comme un travailleur. Donc, pour essayer de solutionner ces problématiques qu'on pourrait avoir en cas d'accident ou en cas de contrôle, je trouvais que c'est très bien qu'on travaille sur ce côté-là. En plus, il y a pas mal de retraités, ça peut aussi leur faire un petit complément de salaire. Donc, avec vos services, on a trouvé cette solution qui pourrait être un bon palliatif à toutes ces personnes ou des fois aussi même des salariés qui veulent un peu revenir faire des petites missions dans les chevaux parce qu'ils aiment ça. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative. On finira sur cette note-là. Merci Stéphane, merci Claire, Laurie pour vos éclairages sur le sujet. Si vous voulez découvrir la synthèse de l'étude de Claire Bobin de l'Institut du droit équin ou recruter par l'intermédiaire de CAPA, vous retrouverez toutes les informations en note de podcast. N'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés. C'était le podcast Bord de Piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. À très bientôt pour un nouvel épisode.